Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, en grande forme ce matin pour parler des matchs de la veille, ce qu'on n'avait pas eu le temps de mentionner, car nous étions préoccupés par notre analyse de France-Danemark qui est en ligne sur la chaîne depuis hier soir. Voilà, la qualif des Bleus quasiment à la première place, on va en reparler brièvement, puisqu'on va parler des potentiels adversaires de l'équipe de France, avec cette victoire de l'Argentine 2-0 contre le Mexique acquise au bout du bout grâce au sauveur Lionel Messi, à moins que le sauveur ne soit Enzo Fernandez. On va en discuter très vite pour parler de cette Argentine au bout d'un match assez terne, pauvre, mais cette Argentine qui se replace vraiment substantiellement dans la course au huitième de finale et qui va jouer donc une finale, un 16e de finale contre la Pologne de Robert Lewandowski dans quelques jours. Je vous donnerai mes notes de ces trois matchs, parce qu'on va parler aussi d'Arabie Saoudite, Pologne et d'Australie-Tunisie. Arabie Saoudite-Pologne, vrai super match, j'ai adoré. Et je vous donnerai les notes de ces trois matchs sur 20, comme d'habitude. La note de l'équipe de France hier, j'ai oublié de la donner, et donc on va dire là comme ça 14 sur 20, parce que j'ai bien aimé le match maîtrisé, et c'était vraiment un match qu'il faut en suivre. Et enfin, on finira avec la séquence prono des matchs de la journée. Dans quelques minutes, heures, il y a Japon-Costa Rica. J'ai trop hâte de retrouver le Japon. Franchement, je trouve qu'on a une journée de malade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un dimanche, Japon, on retrouve le Canada, deux équipes que j'avais trouvées super emballantes sur la première journée, qui jouent un super foot, et le Canada a l'opportunité de se rattraper après avoir perdu contre la Belgique, contre cette Croatie. Bon, il y a des choses à faire. Et bien sûr, à 17h, à 14h, Belgique-Maroc, le match de la francophonie, match au sommet, hyper important pour la qualification pour les deux. Et Allemagne-Espagne pour finir à 20h. L'Espagne qui l'a emporté 7-0 contre le Costa Rica, qui fait figure d'un des prétendants, un des favoris à la victoire finale, et l'Allemagne qui est déjà au dos du mur. Journée de malade, hein. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle journée de foot qui s'annonce. Je vous donnerai mes pronos pour tous ces matchs. C'est bien sûr la séquence prono, elle est sponsorisée par mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Willou. Et je rappellerai toutes les conditions et toutes les préventions en fin de vidéo. On est parti donc sur Argentine-Mexique. On voit ici un petit peu la teneur du match. 5 tirs à 4, 9 tirs, toute équipe confondue sur cette partie qui était globalement très terne. À la mi-temps, c'était encore pire. Un seul petit tir pour l'Argentine. Vraiment, les 45 premières minutes, tellement pauvres. Ce petit tir, c'est au bout de ce centre d'Angel Di Maria consécutif à un corner, la tête de Lautaro Martinez qui passe bien à côté. Et grosso modo, j'ai trouvé que ce Mexique a contraint significativement l'Argentine sans produire grand-chose. Ce Mexique de Tata Martino, un peu comme attendu, comme ce qu'on disait. Mexique assez pauvre, mais avec son attitude très agressive, intense, a causé des soucis à l'Argentine. Un petit peu comme l'Arabie Saoudite, finalement, ils étaient moins hauts sur le terrain, mais le fait d'être aussi, on le voit là, en individuel sur la phase de préparation, grosse densité ballon, très difficile pour l'Argentine de s'en sortir, ça fait perdre beaucoup d'énergie et d'intensité à l'Argentine sur cette première phase dans leur moitié de terrain. Aussi, il faut dire que plusieurs de leurs hommes étaient en très mauvaise forme, à l'image de Rodrigo de Paul qui a fait un match assez catastrophique avant d'être sorti autour de l'heure de jeu. Ouais, une première mi-temps très compliquée pour les Argentins qui reviennent des vestiaires en ayant l'élimination en phase 2. Là, si ça finissait sur un 0-0, c'était quasiment fini du parcours argentin. Qu'est-ce qu'ils allaient avoir dans le ventre? Finalement, pas grand changement, même des choses assez inquiétantes, typiquement ici. Guido Rodriguez qui va être sorti pas longtemps après cette action, qui rate un truc très simple sur une phase de relance classique, 7 passes, qui est intercepté par Vega, le Mexicain. L'Argentine commence à rater des choses comme ça au retour des vestiaires. Je me dis, le niveau de tension, de stress qui entoure cette équipe les conduit à réaliser des choses catastrophiques. Lionel Messi a un super coup franc, comme contre l'Arabie Saoudite sur le match d'ouverture, comme en finale de la Coupe du Monde 2014, et ça passe nettement au-dessus. Ouais, on sent que cette Argentine n'est pas dans son assiette. Il va se passer la première vraie action pour moi de ce match, la première vraie occasion. Elle est à l'initiative d'Angel Di Maria sur le côté, qui accélère, qui réussit à trouver un espace, à centrer. C'est repoussé par les Mexicains. Ça, on joue au bout de 55 minutes de jeu. C'est quasiment la meilleure chose que l'Argentine ait créée. Et ça montre à quel point le niveau était dramatique. Jusqu'à l'entrée d'un gars, jusqu'à l'entrée du petit Enzo Fernandez, qui franchement a été top. Enzo Fernandez là,
son entrée change beaucoup de choses. Déjà, il est buteur, mais même, et on l'a peut-être un peu oublié, sur l'action qui amène le but, typiquement, Messi qui a décroché pour créer quelque chose face à ce bloc mexicain bien regroupé et difficile à battre, Enzo Fernandez, là, va faire la course de projection. Et c'est ce qui manque cruellement à cette Argentine, c'est des courses, c'est pas de la profondeur pure, mais c'est des courses vers l'avant, pas toujours demander le ballon pile dans les pieds. Ici, il reconnaît la situation et va le demander un petit peu devant lui, dans la profondeur. Messi lui donne, hop, et il y a un premier décalage de créer, un second grâce à une nouvelle passe oblique, après celle de Messi, celle d'Enzo Fernandez à destination de Di Maria, et son entrée a vraiment commencé à déséquilibrer le bloc mexicain. Entrée de Di Maria se retourne, rentre intérieur, ballon pour Messi, les ballons latéraux assez classiques. Bon, après là, rien n'est fait face à cette ligne bien regroupée, il faut réussir à trouver des espaces. Heureusement, Lionel Messi est un génie qui peut sur une touche contrôler, orienter et déclencher cette frappe extérieure de surface qui bat Memo Ochoa. Je pense que c'est difficile de souligner à quel point la qualité de la frappe en fait, réussir à enchaîner comme ça et surtout la lucidité, l'exécution technique de mettre cette frappe ras du sol, finalement c'est ça qui rend une frappe beaucoup plus difficile à contrer et beaucoup plus difficile à stopper pour un gardien, ras du sol, mais avec tout de même beaucoup de puissance, frappe fusante. Lionel Messi connaît bien ce type de frappe et l'exécute parfaitement. Ça fait 1-0 pour l'Argentine. Je crois que c'est Julián Alvarez ici qui était parti à la limite du hors-jeu, qui était entré en même temps que notre ami, ou juste un petit peu plus tard que notre ami Enzo Fernandez. Mais donc voilà, l'Argentine libérée par un exploit de Lionel Messi, c'est ça qu'il fallait. Et contre ce Mexique, il y avait besoin d'un exploit de classe pour réussir à débloquer le match. Du coup, ça va devenir un petit peu plus facile pour les Argentins, encore plus de contrôle, de possession, le Mexique baisse pavillon. Et derrière, sur un corner joué vite par André Di Maria, Lionel Messi trouve Enzo Fernandez qui accélère face au bloc argentin, feinte de frappe, petit crochet, mine de crochet vers la gauche, passement de jambe, revient sur la droite et peut enchaîner cette frappe enroulée qui va aller lécher la lucarne opposée. Memo Ochoa est battu pour une seconde fois, ça fait 2-0 pour l'Argentine, mais ces deux gars-là ont totalement transformé le match, où on se dirigeait vers déjà quasiment une élimination pour l'Argentine. On voit que Lionel Messi ne s'y trompe pas, après avoir sauté dans les bras d'Enzo Fernandez, il lui met la petite tape sur la tête. Enzo Fernandez va devenir un titulaire, c'est incontestable, ça va forcément être le cas, on va le voir associé dans l'entrejeu, peut-être à Guido Rodriguez, peut-être à Rodrigo de Paul. Pour moi, j'ai trouvé les deux très pauvres. Donc, est-ce que Leandro Paredes peut faire son retour, lui qui était sorti du 11 sur ce match? Mais voilà, l'Argentine s'en sort. Le match était vraiment très pauvre. J'ai mis 7 sur 20 parce qu'il y a quand même 2 exploits et 2 très beaux buts. Mais sinon, c'était assez dur d'enchaîner ça après France-Danemark, qui était aussi excitant et nerveux comme rencontre. Ok, Argentine-Mexique, 2-0. Arabie Saoudite-Pologne, 2-0 pour la Pologne, 2 buts inscrits par Piotr Zelinski juste avant la mi-temps et Robert Lewandowski qui profite d'une erreur de la défense saoudienne. Coup dur pour les Saoudiens qui ont sans doute été la meilleure équipe, même si la Pologne s'est procuré quelques grosses occasions aussi. Je pense qu'ils doivent regretter leur manque d'efficacité dans les deux surfaces, la protection de l'axe dans leur surface de réparation qui fait que même s'ils ne concèdent pas grand-chose, même s'ils finissent à 28% de possession, eh ben, ils concèdent 3-4 occasions vraiment majeures et c'est ça qui leur coûte en plus de n'avoir pas su finir les leurs. Ils en ont eu beaucoup, ils ont eu un penalty aussi qu'ils ont raté. Et le rebond en plus, on va en reparler. Ok, donc ce que j'ai bien aimé initialement de l'Arabie Saoudite, dans la foulée de ce qu'on avait dit évidemment contre l'Argentine, c'est leur défense haute, agressive, intense. On le voit là. À nouveau, le bloc est très haut. Les centraux polonais ont du mal et sont conduits à des relances assez précipitées, des ballons longs mis devant, même si celui-ci en l'occurrence aboutit. Et globalement, j'ai trouvé à nouveau la qualité technique de haut niveau qu'on avait vu contre l'Argentine, avec le match de Cano par exemple, au milieu de terrain, qui avait été particulièrement encensé par Hervé Renard à la mi-temps. Enchaînement, un peu Paul Pogba, accélération avec les longues jambes, entre trois, réussit à battre et à briser cette première ligne, décale sur le côté, son latéral, qui lui remet en retrait, frappe cadrée qui conduit
Szczęsny a une détente et a un bel arrêt. Donc Kano, top joueur. L'agressivité à nouveau ici des défenseurs centraux, les tacles mais maîtrisés, correct. Juste un fort niveau d'engagement et une super mi-temps disputée par l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est que il y a une petite saute de concentration. Ici, Aldosari qui est pris par l'appel de Matikash sur le 6 mètres joué par Szczęsny. Et le 6 mètres est très bien joué aussi, mais du coup Matikash se retrouve là, peut envoyer en profondeur ici, à destination de Frankowski, le Lensois, qui résiste bien. À nouveau ici, le fait que l'intervention soit ratée par les Saoudiens, en plus ils sont à 2 contre 1, donc ils ouvrent un autre espace, c'est dommage. Matikash, on le voit là, va continuer dans la foulée et se projeter. Franchement, l'action du premier but polonais, elle est magnifique. Comme j'ai dit sur Twitter, elle est tellement réussie. Et en quelques circuits courts, de Szczęsny à Matikash, Matikash à Frankowski, Frankowski qui temporise, à nouveau qui met à Frankowski dans l'espace qui s'est ouvert là, c'est soit entre les jambes, soit dans l'intervalle entre les deux défenseurs là, entre les jambes je crois, super bien joué, Matikash le centre, à destination de Robert Lewandowski, on pense qu'il va finir peut-être d'un petit piqué au-dessus d'Al Owais, et non, hop, contrôle, passe en retrait pour Piotr Zielinski qui finit sous la barre. C'est une action collective merveilleuse. Un des plus beaux buts du tournoi, je trouve, sur toute la séquence. Mais c'est la première situation que se crée la Pologne. Et c'est vraiment regrettable que l'Arabie Saoudite n'ait pas su mieux fermer et mieux protéger son axe, par exemple, sur cette situation-là. Alors l'Arabie Saoudite va bénéficier d'un penalty que je trouve relativement généreux. Comme plusieurs des pénaltys qui ont été donnés sur cette Coupe du Monde, je pense que l'arbitrage vidéo amplifie vachement le contact. En même temps, Bielik ne touche pas le ballon et prend la jambe d'Al-Shehri. Donc je peux le comprendre aussi, mais je pense que l'Arabie Saoudite est plutôt heureuse de bénéficier de ce penalty. Le truc, c'est qu'elle le rate. Moi, ce que j'ai bien aimé ici, c'est Robert Lewandowski qui vient avec toute son expérience, son vécu. Il sait qu'ici, l'essentiel, c'est de retarder le penalty le plus possible. Donc, il arrive, fait mine de venir parler à l'arbitre. Mais je vous ai mis ici les séquences. En vrai, c'est pas du tout pour venir parler à l'arbitre. C'est surtout pour se décaler devant le tireur. Ce sera pas lui finalement le tireur, l'Arabie Saoudite, je crois que c'est Ferras lui. L'Arabie Saoudite joue la technique qu'on a vue sur les derniers mois, la dernière année, d'avoir un faux tireur qui prend le ballon pour concentrer l'attention, pour laisser le vrai tireur ensuite un petit peu libre des distractions. Bon, Robert Lewandowski, ça il le sait pas. Et regardez ici, l'arbitre n'est pas en train de le regarder, il lui parle pas, il n'y a pas de dialogue entre les deux. L'idée c'est juste, hop, de se décaler et de se mettre devant le tireur pour retarder la situation, pour que l'inquiétude et l'incertitude grimpent encore un petit peu plus. Hop, on le voit là, ici. Bon, on a passé 1 minute sur cette action, c'est pas forcément la plus intéressante, mais la plus intéressante. Et pour moi, on a parlé de l'arrêt d'Edouard Mendy l'autre jour avec le Sénégal contre... du coup, c'était pas contre l'Équateur, c'était la victoire 2-0 du Sénégal contre 3-1 du Sénégal contre le Qatar, son arrêt sur la tête d'Almoez Ali, ou non, pas sur la tête, mais bref, super arrêt d'Edouard Mendy. Pour moi, le nouveau meilleur arrêt du mondial, c'est cette double parade de Szczęsny qui est extraordinaire. L'arrêt sur penalty, déjà la manchette, ça revient, il se relève, hop, se détend sur le côté et dévie à nouveau cette tentative. Double arrêt de légende absolue. Et alors il y a eu pas mal, et on voit la réaction évidemment totalement méritée ici. Alors il y a eu un petit peu polémique. Est-ce que son pied était devant la ligne ? Il semble s'avancer, on voit la réaction d'Hervé Renard qui est dépité. Il semble s'avancer juste au-delà de sa ligne, on le voit un petit peu là, et on le voit d'autant plus. L'arrêt, alors là c'est le moment où il se relève, ouais, que je voulais d'abord mettre en lumière. La manchette se relève, hop, et rebondit sur son pied droit. On voit qu'il n'y a jamais qu'un pied qui a contact avec le sol. Là, le deuxième, il est en train de se relever, le pied droit, il est en l'air. Au moment où il plante le pied droit, il a déjà levé l'autre. Changement d'appui, hop, magnifique. Pour se détendre sur le peu d'impulsion qu'il peut prendre de son pied droit, c'est l'impulsion suffisante pour se détendre et la sortir, la déviation. Magnifique, magnifique arrêt de M. Szczęsny. Est-ce qu'il était au-delà de sa ligne ? On le voit là, au moment où il y a contact, le pied, celui-ci est plus sur la ligne, et il faut regarder là. Et là, ça se joue à quelques brins d'herbe.
honnêtement, avec cette image, je pense pas que ce soit possible de savoir si oui ou non il y a encore contact. Parce que même l'arrière de la chaussure qui est un peu rebondi, c'est comme la circonférence du ballon, quoi. Si on regarde juste à un certain angle, on peut se dire le ballon est sorti, mais en fait si on regarde au-dessus du ballon, le ballon est encore au-dessus de la ligne, donc a encore contact avec la ligne. Donc ouais, je sais pas, mais pour moi ça aurait été trop sévère de faire retirer un penalty pour une situation où on a un vrai doute, où on sait pas à 100%, et ça se joue si ça se joue à quelque chose, ça se joue vraiment à un brin d'air, peut-être 1 millimètre, voire moins. Donc on peut pas estimer qu'il y a un avantage substantiel qui a été acquis avec ça. Je trouve ça logique de pas faire retirer le penalty. Surtout que le penalty en lui-même était quand même relativement généreux. Donc ouais, je retiens surtout la double parade de Chesney, miraculeuse, extraordinaire. Et ouais, grosso modo, l'Arabie Saoudite a continué à se procurer de grosses situations en seconde période. Celle-ci, cet enchaînement collectif, il est incroyable. Déjà, il provient d'une séquence, il y a genre 20 passes avant ça. Et ensuite, Kano qui trouve notre ami en retrait pour Aldosari, encore l'enchaînement. Aldosari qui fait mine de rentrer, c'est une feinte, il revient, petite semelle extérieure du pied droit pour la mettre dans la course du 9 saoudien, dont la tentative passe juste à côté. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être un ballon en retrait à remettre à Aldosari qui aurait pu finir. Cette séquence, elle est extraordinaire. C'est une séquence de très très grande classe, collectivement et individuellement. Tout ce qui est réalisé, juste manque la finition. Peut-être tu la mets en retrait, là, peut-être il y a la place pour la mettre, ou alors tu finis mieux, tu croises, parce que c'est dommage, la tentative est vraiment un peu trop excentrée. Mais très, très belle séquence de classe des Saoudiens, qui concèdent quand même quelques occasions. La tête ici, sur la barre transversale de Milik. Quelques minutes plus tard, Robert Lewandowski qui touche le poteau à la réception d'un autre centre, c'est soit Matikach, soit Frankowski. Et l'Arabie Saoudite finalement craque elle se saborde quoi, avec cette passe en retrait qui est mal négociée. Robert Lewandowski bondit dessus, juste un contrôle raté, et peut finir en 1 contre 1, son premier but en Coupe du Monde de son histoire, de sa carrière. Les larmes de Robert Lewandowski dans la foulée, très très belle image. Les émotions qui sont tellement particulières en sélection, on le voit là. Et ouais, dommage pour l'Arabie Saoudite qui a fait vraiment une super partie, mais en même temps a trop concédé. Elle concède 4 occasions franches, et aurait dû marquer. Donc moi j'ai vu un super match, franchement, j'ai bien aimé cette partie, des rebondissements, de la qualité collective saoudienne, une équipe que j'ai envie de voir potentiellement se qualifier en battant le Mexique sur le dernier match, ce qui est loin d'être impossible. J'ai mis 13/20 à cette rencontre, et si on fait un petit point sur le groupe, justement, les 2 matchs de fin, c'est Arabie Saoudite, Mexique, et Pologne-Argentine, un duel Lewandowski-Messi pour la première place du groupe, et aussi vraisemblablement pour la qualification. En tout cas, l'Argentine doit l'emporter pour être sûr d'être qualifiée, parce que s'ils font uniquement match nul, et si l'Arabie Saoudite l'emporte, c'est l'Arabie Saoudite qui sera qualifiée avec la Pologne. S'il y a match nul entre Pologne et Argentine, la Pologne sera à 5 points. On peut le mettre là, la Pologne sera à 5 points, l'Argentine sera à 4 points. Et derrière, si l'Arabie Saoudite l'emporte contre le Mexique, 6 points. Donc ce serait Arabie Saoudite et Pologne en 2, Argentine éliminée avec 4 points. S'il y a simplement match nul des deux côtés, évidemment l'Argentine reste première. Si l'Argentine l'emporte, elle est sûre de l'Argentine reste qualifiée. Si l'Argentine l'emporte, elle est sûre de finir première. Donc c'est un groupe très intéressant pour l'équipe de France évidemment qui va jouer contre le deuxième de ce groupe, parce que je crois que j'ai mis l'image juste dans la foulée. L'équipe de France là est quasi sûre de finir première, déjà elle est officiellement qualifiée, mais en gros le dernier match c'est France-Tunisie, 6 points, 1 point, et Australie-Danemark, 3 points, 1 point. Regardez la différence de goal average entre l'Australie et la France. La France a plus 4, l'Australie a moins 2. Et il y a 3 points qui les séparent. Donc c'est ça qui fait la différence en cas d'égalité de points. Pour que la France perde sa première place, il faudrait que l'Australie l'emporte contre le Danemark, et il faudrait que la France perde contre la Tunisie, et il faudrait que ces 2 matchs, il y ait une différence de but substantielle. Il faudrait que l'Australie gagne 2 ou 3-0 contre le Danemark, et que la France perde 2 ou 3-0 contre la Tunisie. Même plus en fait, comme il y a 6 buts d'écart, il faudrait que la France perde 3-4-0 contre la Tunisie et que l'Australie gagne 3-0 contre le Danemark ou 4-0 contre le Danemark. Donc voilà, tout ça pour dire l'équipe de France s'est qualifiée et va finir première, c'est sûr à 99%. Du coup, elle va jouer la deuxième de ce groupe, le deuxième de ce groupe.
Je pense que dans la finale Pologne-Argentine, l'Argentine a quand même des chances de l'emporter et de finir du coup première, ça c'est sûr. Le seul scénario qui ferait qu'on taperait l'Argentine à la deuxième place, c'est qu'il y ait match nul entre Pologne et Argentine et que l'Arabie Saoudite ne l'emporte pas contre le Mexique. Parce que s'il y a match nul entre Pologne et Argentine et que l'Arabie Saoudite l'emporte, c'est l'Arabie Saoudite qui se qualifie. Donc dans mon esprit, on a plus de chances de tomber contre l'Arabie Saoudite ou la Pologne en huitième de finale que contre l'Argentine. Voilà, pour ces deux groupes, les groupes C et D, dont on a eu aussi, pour finir, une dernière rencontre, Australie-Tunisie, remportée par ce coup de tête de Michel Duc, une Australie très Graham Arnold. L'intensité, les duels remportés, grosse protection de surface, mais fondamentalement, c'était assez pauvre comme match. Ici, Goodwin qui déborde, qui envoie un centre, il est contré par le latéral tunisien. Le rebond est plutôt favorable pour Michel Duc, qui plante sa tête au bout de 23 minutes. C'est la première occasion du match, on n'en verra pas beaucoup d'autres, parce que derrière, l'Australie a su très bien défendre, protéger sa surface. Ici, sur le ballon qui est dévié, qui est donné, c'est notre ami Souttar. C'est pas lui qui contre, c'est lui, c'est bien lui, Souttar, le géant, le Golgoth de 2,01 m, qui tacle ce ballon, ça sort en corner. L'Australie a très très bien protégé. Ici, on le voit à nouveau. Aaron Moy, ici, nombre de tirs bloqués par les Australiens, des centres déviés. Harry Souttar, sur cette occasion potentiellement dangereuse pour la Tunisie, cette transition offensive joue à vitesse éclair, parcourt 20 mètres et va aller planter ce tacle dévastateur, mais très très propre, magnifique. Donc voilà, une victoire méritée pour les hommes de Graham Arnold, parce que la Tunisie n'a pas créé grand chose, a eu beaucoup plus de tirs, mais l'Australie a vraiment bien cadenassé, bien verrouillé, et c'était un match franchement très pauvre. J'ai mis 6 sur 20 pour démarrer la journée et nous sortir de notre nuit de sommeil. On a connu mieux. Mais donc voilà pour Australie-Tunisie. On finit avec ma section prono, qui est sponsorisée par mes amis de BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue. C'est jusqu'à 100 € remboursés en freebet si votre premier pari est perdant. Freebet, c'est des crédits de jeu non retirables. Vous y avez accès avec le code promo Willou, qui en plus de débloquer le bonus de bienvenue, me rémunère à chaque utilisation, m'aide beaucoup. N'hésitez pas, je précise que les paris sportifs, interdits aux mineurs, jouer comporte des risques, soyez responsable dans votre pratique du pari sportif. Donc le premier match, on n'a que des matchs de malades, comme je le disais en intro. Japon-Costa Rica, trop content de retrouver le Japon. J'ai vu un Japon hyper emballant contre l'Allemagne, un Costa Rica qui a pris 7-0 contre l'Espagne. Je vois une victoire du Japon, ce sera forcément une physionomie différente, ce sera forcément un contexte de jeu différent, mais je vois quand même un Japon qui sait faire beaucoup de choses, très intense, très agressif, qui du coup je pense va pas mal avoir le ballon, et je vois une victoire des Japonais 2-0. Ou 2-1, mais on va partir sur 2-0, en tout cas la victoire du Japon qui est cotée à 1,47. Belgique-Maroc dans la foulée, on va faire 2 vidéos aujourd'hui je pense, sauf si Belgique-Maroc est vraiment calamiteux, et alors là je regrouperai tout à la fin, mais normalement il y aura 2 vidéos, une en milieu de journée vers 17h pour parler de Belgique-Maroc et Japon-Costa Rica, et une à la fin pour parler d'Allemagne-Espagne et Croatie-Canada. Comme d'habitude, tous les matchs du mondial sont analysés sur la chaîne, c'est la promesse qu'on va tenir. Donc Belgique-Maroc, qu'est-ce que ça va donner ? C'est peut-être le match le plus difficile à lire parce que la Belgique l'a emporté contre le Canada 1-0, mais je les ai vraiment trouvés pas séduisants du tout. Le Maroc 0-0 contre la Croatie, c'était limite un peu mieux. Peut-être que la Belgique, sur la qualité individuelle, va finir par faire la différence. Thibaut Courtois dans les buts, c'est quand même une énorme assurance. Kevin De Bruyne, s'il est dans un bon jour, voilà, on l'a vu. Enfin, on l'a pas tant vu que ça sur le match d'ouverture contre le Canada, mais c'est quelque chose qui peut faire la différence pour la Belgique. À voir si Amadou Onana sera titularisé, quelque chose que j'appelle de mes voeux. Ça pourrait changer un petit peu la dynamique. Mais là, j'ai envie de partir. Ça reste la Coupe du Monde des surprises. J'ai envie de partir sur la petite surprise. Je me dis que le Maroc peut le faire. S'ils ne peuvent pas le faire contre cette Belgique-là, ils le feront jamais contre la Belgique. Et là, il y a l'opportunité de faire mal à une Belgique qui s'avance avec vraiment très peu de certitude. Donc, je vais partir sur une courte victoire du Maroc, 1-0 contre la Belgique. Une vraie surprise, c'est vrai, mais qui est coté à 4,40. Il y a un tel déséquilibre aussi sur les cotes que, quitte à tenter quelque chose, peut-être je partirai un petit peu plus là-dessus. Croatie-Canada, dans la foulée, trop content de retrouver le Canada, et je pense qu'ils vont faire mal à la Croatie. J'espère pour eux qu'ils vont avoir plus d'efficacité, plus de réussite, et transformer les belles promesses entrevues contre la Belgique en enfin un résultat sonnant et trébuchant contre une Croatie que j'ai trouvé assez pauvre sur le premier match. Beaucoup de difficultés à aller exploiter la profondeur, parce que Vlasic, Kramaric, Perisic, c'est pas des attaquants de profondeur, c'est pas des attaquants de mobilité. Du coup, je me dis que si le Canada met en place sa pression
et est beaucoup moins exposée dans son dos comme elle a pu l'être contre la Belgique, ouais, ça pourrait faire quelque chose, on pourrait aussi avoir une belle surprise. Et le Canada est à 3,45, donc c'est ça que j'ai tenté aussi. Et je vais dire 2-1 pour le Canada. Je pense qu'ils vont concéder un but quand même, mais ils sont capables d'en marquer, avec Buchanan, avec Davies, avec Jonathan David. J'attends beaucoup de ce Canada. Je suis en train de me set up pour la journée des déceptions, mais ça pourrait aussi être une belle journée de folie. Et enfin, Allemagne-Espagne, Espagne-Allemagne. Déjà le match de la dernière chance pour l'Allemagne, qui a bien sûr perdu contre le Japon en ouverture, qui doit faire un résultat très positif pour continuer à arriver à la qualification. Surtout si le Japon, dans le même temps, bat le Costa Rica, enfin plutôt à 11h, bat le Costa Rica. L'Allemagne devra l'emporter pour continuer à y croire. Contre une Espagne qui en plus, niveau goal average, eux, ils sont très bien, avec une victoire 7-0. Ils ont quasiment un point de plus en fait dans ce groupe. Ils ont quasiment déjà 4 points. Ils battraient n'importe quelle équipe contre laquelle ils seraient à égalité de points. Donc l'Allemagne doit absolument faire quelque chose. Mais je vois une Espagne qui est capable d'imprimer tellement de contrôle sur le match que je ne la vois pas faillir contre cette Allemagne. Et elle est cotée à 2,30 l'Espagne. Donc ça va être un énorme match. Ça peut partir dans tous les sens. Mais je vois aussi ici une victoire de l'Espagne et une victoire 2-0. Le score que j'avais donné contre le Costa Rica, on connaît la suite. Voilà pour mes pronos. Le combiné de ces 3 matchs, ce serait un truc totalement dingue. Évidemment, le combiné, ne le tentez pas, il est improbable. Mais juste pour signifier l'improbabilité et la folie que ce serait, que ça offrirait à notre journée, le combiné à 51,67. Voilà, si la partie Paris Sportif vous intéresse, avec à nouveau toutes les précautions d'usage, rendez-vous sur BetClick avec le code promo WILOU. Pour finir, je vous remercie sur les abonnés. On est encore en train de grimper, quasiment 505 000. Si les vidéos d'analyse du mondial vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et voilà, on a réussi à tenir notre engagement. On a analysé tous les matchs d'hier. La vidéo France-Danemark est disponible aussi. Maintenant, place au jeu, place au match à Japon-Costa Rica qui démarre dans une petite heure, là, à l'heure où je m'enregistre, et tous les autres qui vont être fous. Merci de votre soutien, très bonne journée de Coupe du Monde, très bon dimanche de foot, et on se retrouve dans quelques heures. Bisous.